Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis donc de pouvoir vous proposer ce temps d'échange avec Colombe Brossel. Comme vous le savez, le secrétaire fédéral à l'éducation largement représenté ce soir, puisque Alexis est à nos côtés, Marine aussi, et puis tout un tas de camarades. On essaye de manière un peu régulière de vous proposer des temps d'échange autour des sujets éducation. Alors, on le sait, ça anime à la fois notre quotidien pour certains et à la fois voilà nos engagements. Les traditionnelles périodes de rentrée sont passées ou à peu près derrière nous. On a lancé, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelque temps, un tract de rentrée pour raconter un petit peu tout ce que on mettait en place, notamment sur Paris, pour pouvoir accompagner les milliers de petits Parisiens et Parisiennes, et puis rappeler un peu nos enjeux en matière d'éducation. Vous le savez, dans la feuille de route qu'on s'est posée, on a cette volonté partagée au secrétariat fédéral et à la Fédération de Paris de pouvoir permettre que tous les jeunes, quels qu'ils soient et quel que soit leur âge, puissent trouver leur place dans la société, s'émanciper. Et on est animé de cette volonté de pouvoir leur permettre d'avoir tous les moyens ou de bénéficier de tous les moyens et toutes les chances pour se réaliser, s'émanciper, notamment et évidemment au travers de l'éducation scolaire et de tout ce qu'on peut mettre en place dans les collectivités à Paris et des activités extrascolaires notamment. Ça passe évidemment par des moyens qui doivent être à la hauteur des enjeux. Petit sujet auquel voilà on est régulièrement confronté malheureusement chaque année avec des baisses de dotation et des baisses de moyens, mais également tout ce qui relève de la lutte contre toutes les formes de déterminisme, qu'on parle de déterminisme sociaux, géographiques, et qui mettent à mal petit à petit le principe même de l'égalité et de l'accès aux droits, et de voir des enfants qui sont nos établissements publics, pardon, et voilà, de cette capacité à les accompagner à devenir des citoyens et avoir de l'espoir. Alors, ce sont des grands mots et en même temps, c'est ce qui nous anime en tant que socialistes sur les questions d'éducation. On a toujours répondu présent, que ce soit le secrétaire fédéral et évidemment le parti et la Fédération de Paris, à tous les enjeux et les combats encore récents qui sont à mener pour accompagner ce service public de l'éducation de garantir pour tous les élèves un accueil inconditionnel d'une part, mais voilà, qui les accompagne chacun et chacune dans leurs apprentissages et qui les protège. Donc les enjeux de réussite scolaire, elles sont évidemment au cœur de nos engagements. Et contrairement voilà, à la séquence qu'on vient d'avoir et cette rentrée qui s'est faite sans gouvernant ou sans gouvernement, elle est largement pas à la hauteur des enjeux qui devraient être les leurs. Alors, on a souvent eu l'occasion d'échanger avec Colombe, que je connais bien, qui est ma copine, qui a voilà une longue expérience ou une grande expérience d'adjointe parisienne sur ces sujets. Elle a longtemps porté voilà cette délégation auprès d'Anne Hidalgo et toujours voilà animée de cette volonté de pouvoir permettre que le service public de l'éducation puisse être à la hauteur des enjeux et de l'ambition qu'on porte. Alors j'ai le souvenir, on l'évoquait il y a quelques minutes ensemble avec Colombe, qu'au moment de ton élection en tant que sénatrice de Paris, on avait eu et tu avais initié cet échange avec les collègues et les camarades socialistes élus à l'éducation parisien et les camarades du secrétariat fédéral sur justement voilà comment accompagner et quelle pouvait être voilà ta démarche et le travail que tu pouvais mener au Sénat pour pouvoir accompagner les combats au quotidien qu'on mène sur les questions d'éducation et d'égalité des chances pour tous. Alors je sais que depuis plusieurs mois il y a un gros travail qui a été mené au Sénat justement à ton initiative et à l'initiative des collègues sénateurs et sénatrices socialistes et républicains sur les enjeux de mixité sociale et scolaire. C'est un grand domaine de combat et d'engagement qu'on a et qu'on partage. Et je suis vraiment voilà ravie que tu aies pu répondre présente pour voilà nous raconter un petit peu voilà toute la méthode de travail qui a été la vôtre sur ces objectifs de mixité sociale et scolaire. Et puis voilà ce qui a permis d'aboutir. Je sais que vous avez mené toute une série
d'audition avec des professionnels, avec tout un tas de personnalités engagées autour de l'éducation et qui a abouti il y a quelques mois maintenant à cette proposition de loi. Donc, pour permettre d'assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement public et privés sous contrat, dans le premier et le second degré, et les questions de transparence aussi dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat. Elle doit normalement, mais tu nous le confirmeras, être enfin présentée au débat public dans les prochaines semaines. Donc, si ça te va, bah écoute, je te propose voilà, je propose de te laisser la parole et de nous exposer un petit peu, voilà, à la fois la méthode et puis bah, cette proposition de loi, si tu le veux bien. Alors, peut-être en quelques mots, vous dire quelle a été notre démarche et comment on a construit cette proposition de loi et puis ce qu'il y a dedans. Yasmina le rappelait, hein, l'idée et l'envie de travailler sur la mixité sociale et scolaire, ça a été vraiment un souhait exprimé très fortement par les copains de la Fédé et les adjoints socialistes en charge de l'éducation. C'était important pour moi, pour nous, qu'on arrive à poser, à défaut de peser, on y reviendra, dans le débat parlementaire, ces questions-là. Cette proposition de loi, on l'a. Alors, je dis on parce que c'est vraiment la proposition de loi des socialistes, des sénateurs socialistes membres de la commission éducation, culture, médias et sport. On l'a travaillé ensemble et c'est une proposition de loi qui a été signée par l'ensemble des membres du groupe socialiste au Sénat. Donc, voilà, c'est un travail que j'ai initié et porté, mais qui recouvre largement les problématiques des camarades du groupe. On l'a travaillé, Yasmina y faisait allusion en allant à l'écoute, à la rencontre des acteurs du champ éducatif. Et donc, c'est le fruit de 5 mois d'audition où on a rencontré des spécialistes des questions éducatives, des chercheurs qui nous ont beaucoup aidés dans la compréhension des mécanismes. Et je dois reconnaître que moi-même, j'ai remis à jour ce que je pensais savoir sur le sujet des acteurs de l'éducation et donc évidemment les organisations syndicales et fédérations de parents d'élèves, et puis des élus. On a rencontré soit des élus qui ont mis en place des politiques de mixité sociale et scolaire, soit les réseaux d'élus. Et donc, on a travaillé également en lien avec les réseaux de maires, les réseaux des grandes villes les réseaux des départements. Donc, AMF, ADF et je ne sais plus comment s'appelle le dernier pour ceux qui aiment les acronymes. Et donc, cette proposition de loi, elle est le fruit de tout ce travail. Et finalement, cette proposition de loi, elle a 2 points de départ. Le premier point de départ, c'est que le sujet de la mixité sociale et scolaire n'est pas un sujet nouveau. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un sujet qui a été porté, j'y reviendrai, pour la première fois par des ministres socialistes de l'éducation. Mais la bataille, parce que ça a été une bataille judiciaire autour de la publication des IPS, les fameux IPS, les indices de position sociale, qui permettent donc de caractériser, on va dire, l'environnement socio-économique des enfants et en l'espèce des élèves scolarisés dans les collèges. Bataille judiciaire parce que ces IPS étaient calculés par le ministère de l'Éducation nationale et il a fallu qu'un journaliste traîne le ministère au tribunal pour que ces IPS soient publiés et diffusés au grand public. Et en fait, la publication de ces IPS, elle a mis à jour l'existence qu'on connaissait tous intuitivement
sur nos terrains de jeu, que nos terrains de jeu soient le fait d'être parent d'élèves, d'être partie prenante de la communauté éducative, enseignant ou personnel, d'être élu. Mais donc, ça a permis de poser un diagnostic et qu'a mis en lumière quelques éléments. D'abord, le fait que les questions de mixité sociale, c'est évidemment des questions parisiennes, et c'est pas pour rien qu'on avait décidé de travailler le sujet avec les camarades, mais c'est un sujet de toutes les grandes villes et de toutes les villes de taille moyenne. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus qu'en zone rurale qu'il n'y a plus de sujet de mixité sociale et scolaire qui se pose. Ce que ces indicateurs ont aussi mis en lumière, c'est l'accroissement du fossé et la mise en place de phénomènes qu'on pourrait qualifier de ségrégation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement qu'il y a un sujet en termes de mixité sociale et scolaire, c'est que le problème s'accroît au fil du temps et qu'on est donc confronté à un mouvement alors qui a été très caractérisé à Paris par les différentes études qui ont pu être menées, qui ont donné lieu à des publications dans la presse. Je pense par exemple aux études de Julien Grenet, qui dit attention, là on est en zone d'alerte à Paris où à un moment donné, c'est plus un risque d'éducation à deux vitesses, c'est une éducation à deux vitesses et si on n'agit pas, si vous n'agissez pas, on aura un mouvement de bascule irrémédiable. Et les IPS, de ce point de vue-là, ont permis de mettre ces mouvements sur la table de façon d'abord objective, mais ensuite très claire sur les différences. Je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres, mais je vous en donne quand même quelques-uns parce qu'ils sont éloquents. Si on reprend les chiffres de 2022, ils ont bougé depuis et pas dans le bon sens. L'IPS moyen des collégiens en France était de 105. Si on reprend la même moyenne, avec tous les défauts des moyennes, hein, évidemment. Mais si on reprend la même moyenne pour les collèges REP+, ils avaient un IPS moyen de 74, de 106 pour les collèges publics hors éducation prioritaire, et dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat, de 121. Et donc, on voit bien qu'on a des écarts absolument phénoménaux et des écarts qui se creusent et que la part de l'enseignement public dans les phénomènes de ségrégation scolaire et sociale est une part qui s'accroît de façon absolument phénoménale depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, l'enseignement privé sous contrat, mais je vais arrêter de le dire parce qu'en fait, le hors contrat est extrêmement marginal dans notre pays. L'enseignement privé est aujourd'hui l'un des facteurs de responsabilité de ce creusement des inégalités entre établissements. Donc, tout ceci est apparu de façon éclatante et donc, quand on a un problème, quand on est en responsabilité, on agit. Et la deuxième entrée de cette proposition de loi, alors c'est peut-être parce que je suis devenue très sénatrice en un an, je pense que c'est surtout parce que je suis très élue locale, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de villes, beaucoup de départements. On a plus d'angles morts sur les régions, si je suis tout à fait transparente avec vous, qui mettent en œuvre des politiques publiques en faveur de la mixité sociale et scolaire. Et la bonne nouvelle, c'est que ces politiques, elles fonctionnent. Et donc, du coup, pour nous, cette PPL, c'était évidemment une affirmation politique de ce que disait Yasmina, ce qui nous mobilise, qui nous engage comme socialistes, mais aussi d'arriver à mettre sur la table et dans le débat public le fait qu'il n'y a aucune fatalité, que c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt en me disant ah oui mais c'est tellement compliqué qu'on va jamais y arriver, ou la tarte à la crème alors qui est pas une tarte à la crème mais qui en même temps est une réponse trop facile de ah mais oui mais tant qu'on n'aura pas changé la composition sociale des habitations dans les quartiers populaires, et ben de toute façon on pourra pas avoir de mixité dans les écoles et dans les collèges. Eh ben si, c'est possible et on a rencontré et on a auditionné et on s'est appuyé sur leurs expériences et leurs retours d'expérience de nombreuses collectivités locales qui, pour le coup, assument de mettre en œuvre des politiques publiques en faveur de la mixité sociale et scolaire. Alors, finalement, cette PPL, alors, qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Je commence par elle est géniale, elle est super, elle est parfaite, mais elle n'est pas exhaustive.
D'abord, on n'est pas ministre de l'Éducation nationale, donc il y a, voilà, on n'a pas forcément la vue à 360 degrés. Deuxièmement, il y a de nombreux sujets qui ne relèvent pas du législatif. Et en matière d'éducation, on sait qu'il y a beaucoup de sujets qui ne relèvent pas du législatif. Et puis, parce que c'est une PPL, une proposition de loi, pardon, d'un groupe d'opposition au Sénat, on a un temps limité pour présenter cette proposition de loi et donc on a choisi nos combats parce que pour nous, l'objectif, c'est que cette proposition de loi, elle existe, elle soit débattue et elle soit votée. Alors, je vous spoil tout de suite la fin. N'ayez aucun enthousiasme sur le fait que le Sénat, donc vous connaissez la composition politique, vote cette proposition de loi. Mais par contre, c'est important qu'il y ait un vote dessus parce que c'est à partir de ça qu'il faut qu'on continue aussi notre combat. Et on ne voulait pas être que dans le témoignage, on voulait vraiment être dans le fait qu'on pose un acte politique et que chacun assume ses responsabilités, y compris en termes de vote. Et donc, on a choisi nos combats. Et finalement, cette proposition de loi, elle est articulée autour de trois ambitions, trois idées. D'abord, et je vous le rappelais tout à l'heure, la première fois qu'on inscrit dans le Code de l'éducation, qu'on nomme et qu'on inscrit et qu'on fixe des objectifs en termes de mixité sociale et scolaire, c'est à l'initiative de Vincent Peillon, ministre d'un gouvernement socialiste, qui inscrit pour la première fois ces termes dans le Code de l'éducation. À l'époque, il est écrit dans la loi pour la refondation de l'école qu'il faut veiller à la mixité sociale. Eh bien, la première chose qu'on fait, c'est de muscler la loi et de ne plus être dans une obligation de veiller à la mixité sociale, mais de garantir la mixité sociale. Et donc, on modifie partout dans le Code de l'éducation tous les impératifs en termes de garantir la mixité sociale et scolaire. Et du coup, on décline ça dans le premier degré, dans le second degré, etc., etc. Alors, pour respecter et pour garantir la mixité sociale et scolaire, il faut des outils, il faut des indicateurs. Pour faire de la politique publique, il faut des outils de politique publique. Et la deuxième chose qu'on propose dans cette proposition de loi, c'est de donner une base légale aux IPS. C'est d'inscrire dans la loi l'existence des IPS. D'abord parce que ça veut dire qu'une chose qui est gravée dans le marbre de la loi ne peut disparaître qu'en modifiant la loi. Et on voit bien à quel point l'enthousiasme de l'éducation nationale, des différents ministres qui se sont succédés et de leurs administrations pour une publication régulière et une utilisation partagée des IPS est encore mesuré. Pour tout vous dire, on a eu les IPS de 2023 à peu près en mai 2024. Donc autant vous dire que on a un sujet. Et donc on donne une base légale aux IPS et on impose dans le même article le fait qu'ils soient transmis tous les ans aux collectivités territoriales pour qu'elles-mêmes, lorsqu'elles prennent la décision de construire une école, eh bien, elles puissent la construire en connaissance de cause des IPS du bassin de recrutement de cette école. Et on décline évidemment sur les collèges et les lycées selon le niveau de collectivité responsable. Donc, des objectifs dans la loi, des outils pour faire de la politique publique. On y met aussi quelques obligations diverses et variées, comme par exemple, et à chaque fois que j'en parle, je vois à quel point ça parle aux uns et aux autres, un moratoire de 3 ans interdisant de fermer une classe d'un niveau X dans l'enseignement public lorsqu'on ouvre dans le même temps une même classe du même niveau X dans le même bassin de population dans l'enseignement privé pour mettre fin au phénomène d'éviction organisée du public vers le privé. Et puis, troisième volet finalement de cette proposition de loi, c'est tout ce qui va concerner l'enseignement privé. On ne peut pas résumer les phénomènes de ségrégation sociale et scolaire à l'enseignement privé. Et nous sommes bien placés pour le savoir à Paris. Il y a des phénomènes de ségrégation sociale et scolaire entre établissements publics. Je vois que Sévillane est connectée, donc on va se faire un
un petit gimmick 18e. Dans le 18e, mais j'aurais pu prendre des exemples dans n'importe quel arrondissement parisien, il y a un boulevard qui sépare deux collèges publics. L'un a un IPS à peu près de 75, l'autre a un IPS à peu près de 110. Ce sont des gamins qui vivent dans le même bassin de population. Et il n'y a donc aucune raison rationnelle que ces gamins qui vivent dans le même bassin de population ne grandissent pas ensemble et n'aillent pas à l'école ensemble. Il y a des estimations qui ont été faites. Il y a 150 paires de collèges publics sur le territoire qui sont à moins de 15 minutes de distance l'un de l'autre et qui ont des différentiels d'IPS à ce point-là importants. Et donc, il faut agir sur le public. C'est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi, on propose, par exemple, dans des modalités restant à fixer par décret, parce qu'on garde en mémoire la question des transports scolaires dans un certain nombre de zones, notamment en zone rurale, mais de dire quand on a deux collèges qui sont à proximité l'un de l'autre et qui de fait sont sur le même bassin de population, eh bien, il faut aller vers le fait de, comme nous l'avons fait à Paris, avoir un secteur d'affectation qui soit partagé entre les deux établissements et on aura certainement l'occasion de revenir sur les exemples parisiens en la matière. Il y a plusieurs façons de faire vivre ces modèles de sectorisation partagée, mais on souhaitait évidemment travailler à rétablir de l'égalité républicaine au sein de l'enseignement public. Mais une fois que j'ai dit ça, on ne peut pas travailler sur la mixité sociale et scolaire sans travailler sur l'enseignement privé. On ne le peut pas pour les quelques raisons que je vous ai données en introduction. Le privé est aujourd'hui l'un des acteurs de la ségrégation sociale et scolaire. On ne le peut pas parce que le privé est financé à plus de 75% par des fonds publics sans aucun contrôle. Vous avez vu comme moi le rapport de la Cour des comptes l'année dernière qui pointait l'absence de contrôle financier, pédagogique et administratif. Et donc, si on met dans la loi le fait qu'il faut garantir la mixité sociale et scolaire dans les établissements, eh bien la loi doit s'appliquer à tous et également au privé. C'est la raison pour laquelle on met dans cette proposition de loi le fait qu'on conditionne le financement de l'enseignement privé au respect des objectifs contenus dans la loi et dans le Code de l'éducation, de garantir des objectifs de mixité sociale et scolaire. Juste pour que vous l'ayez en tête, cette dernière partie, on l'a travaillée en bonne intelligence avec un collègue sénateur communiste des Hauts-de-Seine qui avait écrit une proposition de loi donc uniquement sur le financement de l'enseignement privé, qui n'est pas arrivé pour de sombres histoires à faire en sorte que son groupe inscrive cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Et donc, en fait, on a travaillé avec lui à reprendre les éléments de sa proposition de loi. Donc, voilà pour vous décrire les choses rapidement les éléments qu'on souhaite mettre en discussion dans le débat parlementaire. Je termine en vous disant, en vous donnant juste un dernier élément. Ah oui, pardon, on a un petit zakouski. Celui-là, je l'aime bien. C'est un petit zakouski post-Amélie Oudéa-Castéra, très éphémèrement ministre de l'Éducation nationale et Stanislas. On a mis aussi un petit article qui impose de rendre publics les dons et les legs effectués aux établissements d'enseignement privé sous contrat. Ça fait pas de mal, ça nous fait plaisir. Puis après tout, il n'y a pas de raison de cacher quoi que ce soit sur les dons et les legs. Voilà, ça c'est un petit zakouski, on s'est fait un peu plaisir, je veux bien le reconnaître. Donc voilà et l'esprit et les points saillants de cette proposition de loi. Je termine en vous disant ma profonde conviction que tout le travail d'élaboration de cette PPL m'a convaincu d'une chose, c'est que quand des collectivités locales mettent en œuvre des politiques publiques en faveur de la mixité sociale et scolaire, ça marche, ça produit des résultats, ça ne dégrade jamais les conditions de scolarité et de réussite scolaire des enfants
pardon, je vais être très schématique, les plus favorisés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça accroît toujours les conditions de scolarité et de réussite scolaire des enfants dits les moins favorisés. Et finalement, le sujet qui nous est posé, c'est peut-être moins, en tout cas tout autant, un sujet de réussite scolaire des élèves que d'ouverture, d'épanouissement et de capacité à faire vivre ensemble des enfants. Euh, est-ce que le monde qu'on veut construire, c'est un monde dans lequel dès 12 ans, mais de plus en plus dès 6 ans, voire même dès 3 ans, on a des chemins qui se séparent pour des enfants qui vivent dans les mêmes quartiers, les mêmes arrondissements, la même ville en ce qui nous concerne? Ou est-ce qu'on pense profondément, et c'est ma conviction, que des enfants, si on veut faire nation, on doit faire en sorte que les enfants vivent ensemble, apprennent ensemble, jouent ensemble et se construisent ensemble. Et que la mixité sociale et scolaire, elle a évidemment un impact d'un point de vue scolaire, mais elle a aussi et surtout un impact sur notre capacité à faire nation. Et dans l'état dans lequel est ce pays en ce moment, je pense que c'est un objectif qu'on peut se donner comme militant socialiste. Voilà, trop long et trop court à la fois pour tout vous dire, mais je suis évidemment à votre disposition pour toute question, interrogation, remarque ou réflexion. Merci Colomb pour cette présentation. Je pense qu'on va rapidement passer à l'échange peut-être parce que l'idée c'est d'avoir aussi un échange. Alors peut-être deux mots quand même sur tu évoquais effectivement cette ségrégation qui concerne voilà globalement surtout les grosses zones urbaines. Voilà, on va pas ne pas évoquer effectivement Paris et le constat ou au moins les alertes qui ont été données sur ces sujets-là. Alors la mise en place effectivement des IPS a montré un vrai contraste hein, entre certains établissements, comme tu le disais, certains situés à très peu de distance, et puis tout ce que la ville a essayé de mettre en place, parce que c'est vrai qu'on est confronté à ça. Et plus on augmente effectivement, voilà, on passe au collège, on passe au lycée, plus le phénomène de ségrégation s'intensifie. Et c'est vrai que on a, alors moi adjointe hein, sur cette délégation-là, et puis plutôt très intéressée sur les sujets, on a beaucoup travaillé, on continue beaucoup de travailler avec la ville localement pour essayer d'accompagner tout ce qui peut être mis en place pour pouvoir réduire dans notre champ de compétences un peu ce phénomène de ségrégation. J'évoquais avec toi notamment bah, l'Observatoire de la mixité sociale et de la réussite scolaire qui a été lancé en 2018, je crois, ou 2019 par la ville de Paris, justement pour pouvoir travailler sur à la fois une étude de ce phénomène de ségrégation au sein des écoles et des collèges et commencer à travailler avec l'éducation nationale et en l'occurrence à Paris l'académie pour pouvoir accompagner sur un certain nombre de projets, coporter le fait de pouvoir voilà essayer de résoudre d'une certaine manière ce fossé-là. Donc on a voilà il y a tout un tas de gros mouvements autour de la sectorisation parce que c'est pas complètement à évacuer qui ont été travaillés pour pouvoir essayer voilà de mieux coordonner les questions de mixité sociale notamment les questions autour des liaisons puisque c'est vrai qu'on a alors d'autres collectivités le font évidemment beaucoup travaillé sur la question des passerelles qui pouvaient permettre alors le terme est très mal choisi on va pas dire fidéliser peut-être les familles au public en se disant que voilà en favorisant la notion de passerelle d'élémentaire collège, on pouvait voilà permettre d'accompagner le fait que nos familles aillent pas
vers le privé. Alors, on a des belles et des moins belles expériences. Évidemment, on a quelques retours toujours qui arrivent pour d'autres raisons, ou certes, ou celle-là, mais c'est tout un travail qui a été mené. Et puis, tu l'évoquais à demi-mot, effectivement, tout le travail qui a été mené et qui continue de porter ses fruits hein, dans certains établissements, notamment sur les multisecteurs. Le travail sur les multisecteurs, donc je pensais 18e notamment, 19e, bien sûr, où tu es élu et où on a, voilà, la ville et l'académie a beaucoup travaillé sur à la fois le déploiement de moyens, évidemment, qu'ils soient humains ou matériels par la collectivité, mais aussi toute une stratégie pour pouvoir accompagner cette mixité sociale au sein des établissements, alors que voilà, l'exemple du 19e est pour le coup celui que je connais le mieux, hein, bien sûr, c'est deux collèges à côté où on en avait un où c'était quasiment de notoriété publique pour une raison complètement presque inexpliquée, qu'il fallait pas y aller, il fallait mieux aller à côté. Et le travail, voilà, de l'observatoire et conjointement avec l'académie a permis à la fois de résoudre cette légende urbaine d'une certaine manière, mais aussi de conforter en fait la qualité d'enseignement et la qualité du travail qui est mené par les équipes sur ces deux établissements-là. Autre sujet aussi, alors peut-être que c'est à la fois pas dans la PPL bien sûr, mais je l'évoquais récemment encore. Alors ça a été beaucoup un sujet de controverse, hein, bien sûr, on va pas faire semblant. La réforme a fait le net qui a fait bondir dans un premier temps, mais qui est aussi, d'une certaine manière, et les premiers bilans ont permis quand même de mettre en exergue l'impact. On évalue à peu près 30% l'impact de que ça a eu sur le recul, une certaine ségrégation qui pouvait avoir lieu dans certains lycées, en pouvant permettre effectivement de pouvoir remixer un peu et de pouvoir permettre qu'on sorte nos élèves aussi de leur périmètre de scolarité qu'ils connaissent depuis, ils arrivent au lycée, ils ont quand même 16 ans, hein, donc ça commence à dater un peu, et commencer effectivement à ouvrir et offrir une certaine mixité dans les établissements où ils sont affectés sur un périmètre un peu plus large que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant, sur la base effectivement cette fois-ci d'une valorisation de l'IPS du collège dans lequel ils sont pour pouvoir accéder justement à ces établissements, à ces lycées un peu plus éloignés de leur lieu de résidence. Voilà. Donc c'est un peu la spécificité. Alors après sur le sujet public privé, c'est vrai que Paris, on a quand même une offre éducative et une multitude qui est complètement, enfin qui est très 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 large et puis très très forte, qui fait que voilà le choix de certaines familles de scolariser leurs enfants ou dans le public ou dans le privé ou dans ce développement des établissements aussi autogérés presque euh, est un point important sur lequel il faut qu'on continue de travailler. Et ajouter à cela, puisque on l'a connu là, même si on arrive peut-être à un plafond, là, on a aussi connu ces dernières années une baisse de la démographie importante, hein, pour plein de raisons et qu'il s'agit pas d'évoquer ce soir, mais aussi qui peut avoir d'une certaine manière aussi contrasté sur la capacité, alors non pas la capacité d'accueil, mais au moins les effectifs dans les établissements par rapport à l'offre qui est très importante au niveau parisien. Voilà, je m'arrête là. L'idée, c'est peut-être de toute façon d'échanger, hein, à la fois sur les éléments voilà de travail que vous avez mis en place sur cette proposition de loi et puis sur les grandes idées et puis les perspectives qui sont posées. Je propose qu'on laisse la parole si certains veulent la prendre.
Alors, quand on est en réunion publique, généralement, on a notre blague préférée comme élu, c'est bon, bah, la première intervention, elle est difficile, alors du coup, passons à la deuxième. Des fois, ça fait marrer l'assistance, des fois pas. Bah, là, on est dans des fois pas, hein. Là, Là, on est dans des là, fois là, on pas, est dans ouais. une sorte de gros, gros fail de l'humour d'élu local. Ah, je crois qu'Yanis a... Merci Yanis de nous sauver de ce Sympa. moment gênant. Pas de souci. Bon, la question, enfin, en tout cas, merci beaucoup, Madame Brosselin, pour ce travail. C'est évident que c'est un sujet fondamental au regard du creusement des inégalités qu'on voit par le mode de sélection des élèves des établissements privés et surtout au regard de la part que le public y met. J'entends aussi bien État que territorial. Je voulais vous demander, alors je ne sais pas si elle est accessible, mais en quoi la PPL se distingue de la PPL qui avait été déposée il y a finalement assez peu de temps par Pierre Ouzoulias? Ou alors Ouais. est-ce qu'elle ne se distingue pas simplement pour amener le débat, comme vous l'aviez précisé, au milieu de la scène médiatique? Merci beaucoup. Il y a Caïs également qui avait une question. Je suis dans le transport, mais je suis désolé. Communication très faible. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur pardon, l'enseignement professionnel. Je sais, ça, c'est la région qui a la responsabilité. Ce sera bien aussi de ouais, faire vraiment, je suis désolé, le micro est pas trop brillant, faire un travail assez approfondi sur le sort de formation que les enfants ou les élèves aimeraient bien faire. Souvent, on leur impose des formations au lieu de choisir leur formation, ce qu'elle fait que l'échec scolaire il est de plus en plus important. Donc, je pense que c'est un point important. Et secondo, pour, euh, pour la mixité sociale et scolaire, je pense, moi, un ancien de la FCE, j'ai beaucoup lutté contre les classes comment on dit, double cursus au niveau de lycée où on choisit vraiment les meilleurs élèves pour faire de quelque chose et les autres élèves sont jamais choisis parce que le choix se fait sur un dossier. Le dossier se fait par un chef d'établissement qui choisit les dossiers que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit les langues étrangères, internationales. Je pense aussi que c'est un point important à voir et à améliorer par rapport à ce qui est de la situation aujourd'hui. J'ajoute à ça le soutien scolaire aux enfants en difficulté qu'on a absolument besoin. Voilà, de ce que l'on a tout fait, de complet, mais j'aimerais bien parler d'enseignement professionnel, parce que je tiens à dire que les enfants, à la fin de l'année, à la fin de l'été, sont affectés dans des écoles qui n'ont jamais évolué en banlieue parisienne, sinon, vont rester à la maison. Et là, c'est pas un choix qui est, il faut absolument parler de ça et je pense que la formation professionnelle, quelque chose ce soit important dans le projet de cinéma. Voilà, merci infiniment. Merci à vous deux. Peut-être je peux répondre, Yasmina, si tu m'y autorises sur ces deux Je t'en questions. prie. Et du Bien coup, sûr. ton intervention m'a fait penser que j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que nous proposons également dans la proposition de loi de donner une base légale à Affelnet et d'étendre le champ d'application de Affelnet à l'enseignement privé. Parce qu'on est assez taquin, en fait, au groupe socialiste au Sénat. Ça ne se voit pas comme ça, mais nous ne nous refusons aucun plaisir. Pourquoi on a fait ça? Pour deux raisons. D'abord, parce que Affelnet, c'est un dispositif national, mais c'est exactement le même raisonnement que les IPS, qui aujourd'hui n'est encadré par aucun texte législatif. Et donc, si un jour un gouvernement, et par exemple une ministre de l'Éducation nationale nommée dans un gouvernement de droite, LR Macron, décidait de mettre fin à Felnet, ça pourrait être fait d'un trait de plume administratif. Et c'est pour ça qu'on a inscrit et qu'on a de la même façon donné une base légale, enfin on souhaite dans la PPL donner une base légale à Felnet et y inscrire évidemment l'enseignement privé qui, je vous rassure, est vent debout contre cette proposition. Sur la question que posait Yanis, alors d'abord Yanis, je le vois plus, mais
Il est toujours là. J'ai une demande, Yanis, je t'en prie, appelle-moi Colombe et pas Madame Brossel, parce que sinon, après, j'ai l'impression d'être super vieille. On a repris dans la troisième partie de la proposition de loi, en fait, intégralement la proposition de loi de Pierre Ouzoulias. Il n'arrivait pas à passer la barre de l'inscription de cette PPL au Sénat. Et donc, en bonne intelligence avec lui, c'est vraiment un sénateur avec qui on travaille bien. On a intégré mot pour mot la proposition de loi qu'il avait écrite. Donc, en fait, la troisième partie, c'est du Ouzoulias dans le texte, parce que ça nous paraissait absolument fondamental qu'on puisse travailler sur ces questions. Sur les sujets que pose Caïs, alors, c'est un peu en dehors du sujet de la proposition de loi, mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que vous m'entendrez à chaque fois, même si c'est plus long quand je le dis et plus long quand je l'écris, parler de mixité sociale et scolaire. Parce que, pardon, là aussi, je vais dire les choses un petit peu trop rapidement, mais on voit bien, alors on le voit dans les établissements, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, et puis on voit bien la tentation qui existe pour l'enseignement privé quand il se sent un tout petit peu trop regardé par le politique, de dire oh là là, mais vous inquiétez pas, on va vous prendre des pauvres, hein, mais que les très bons élèves. Et si la logique, c'est de vider les établissements scolaires de quartier, d'enseignement public, de tous les bons élèves, ça veut dire qu'on ne garantit plus la mixité scolaire. Et dans une classe, dans un établissement, on a besoin de bons et de moins bons élèves, parce que c'est l'hétérogénéité qui fait la réussite scolaire. C'est pas pour rien qu'on s'est battu contre les groupes de niveau de Attal et leurs enfants un peu bâtardisés de groupes de besoins de Belloubet. C'est parce qu'on pense profondément, alors on ne pense pas uniquement par dogmatisme, on le pense parce que toute la recherche en sciences de l'éducation nous le montre et nous le démontre, que l'hétérogénéité, elle fait du bien à tout le monde, au bon comme au moins bon. Et c'est pour ça qu'on n'est pas uniquement sur des questions de mixité sociale et de représentation, de représentativité sociale, on est aussi sur la mixité scolaire. C'est pas une réponse à la question que tu posais, Caïs, parce qu'elle est plus large que l'objet de la PPL, mais la mixité scolaire, c'est aussi un objectif qu'on doit poursuivre parce que c'est ça qui permet de faire en sorte que tous les élèves aient la chance de pouvoir réussir, quel que soit l'endroit où ils habitent, quel que soit leur milieu social, quel que soit voilà, leur parcours de vie. C'est aussi ça qui permet à tout le monde d'avancer. Merci Colombe. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, pardon, des remarques, des interventions. Ah, on a Ah, une question d'Arsène. est-ce que Est-ce que la... Vas-y. Alors, allez longue là. Alors, est-ce que la baisse démographique qui touche surtout les jeunes se polarise par les IPS forts et faibles dans différents quartiers? Certains quartiers se retrouvent d'autant plus ségrégés par la répartition et la fermeture en masse des classes publiques n'aide pas. Et donc, face à cette situation, le privé prend de plus en plus de place jusqu'à l'arrivée à 51% d'élèves scolarisés dans le privé d'ici 10 ans, selon l'Académie de Paris. Vous l'avez rappelé, le privé est une horreur pour la mixité scolaire. Demander avec le moratoire qu'une classe publique ne peut pas être fermée si une classe du privé sous contrat ne ferme pas est envisageable dans les faits. Alors, la réponse à la première partie de ta question, Arsène, elle est vraiment non. Aujourd'hui, moi, enfin, c'est ça qui nous rend tous dingues. C'est qu'en fait, tu as une espèce de fable, alors qui a plutôt bien fonctionné pendant plusieurs années. Une espèce de fable sur une forme de concurrence libre et non faussée entre le privé et le public. Et on te renvoie à chaque fois l'argument du choix des parents, le sacro-saint choix des parents, par ailleurs inscrit dans la loi de Bré. Et donc, si tu t'attaques à ces questions, tu viendrais contrecarrer le libre choix des familles. Mais en fait, c'est une concurrence libre et non faussée qui est tout sauf libre et tout sauf non faussée. Aujourd'hui, si tu regardes et que tu étayes à Paris
Les copains l'avaient fait parce qu'ils le vivaient douloureusement. Si tu regardes les critères qui sont choisis par le rectorat pour fermer une classe dans le public ou dans le privé, tu as un rapport de 1 à 5. En gros, tu perds un élève, enfin, tu multiplies par le bon nombre, hein, on te ferme une classe dans le privé et il faut que tu en perdes 5 pour qu'on ferme une classe dans le public. Et donc, si tu veux, tu as une forme de distorsion de règles non écrites pour le privé, qui est telle que, en fait, cette concurrence, elle est organisée. Et la place prise par le privé, c'est très étayé à Paris. Et je te renvoie, si le sujet t'intéresse, aux travaux de Julien Grenet, qu'il a réalisé pour l'Académie de Paris, sur le sujet. Et tu vois qu'en fait, c'est pas uniquement bon, bah, il y a moins d'élèves, donc les classes ferment, donc bon, bah, tant pis, c'est comme ça, on ne peut pas lutter. Non, 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 non. Le mouvement, il est accéléré et il est entretenu et il est en dynamique par les choix faits par l'éducation nationale qui va, en fait, surfermer dans le public et sous-fermer dans le privé. Et donc, c'est pas un mouvement naturel, c'est un mouvement qui est très organisé. C'est là où, en fait, on a besoin d'un contrôle sur l'enseignement privé et on a besoin que l'enseignement privé soit contrôlé sur l'administratif, sur le financier et sur le pédagogique. Parce que sinon, c'est la loi de la jungle, mais avec des règles qui sont plus avantageuses pour le privé qu'elles ne le sont pour le public. Et donc, c'est pas un mouvement naturel. Ce que je veux vraiment te dire, et ça n'est pas que ma conviction, hein, c'est des travaux de recherche, c'est que c'est un mouvement qui est très organisé par tout cela. Est-ce qu'une réglementation est envisageable? Alors, nous, on a mis dans la PPL, j'y faisais allusion, un article, et donc si par magie, les sénateurs LR décidaient de le voter, ça pourrait être inscrit dans la loi le fait que tu ne puisses pas fermer une classe dans le public quand dans le même temps tu ouvres une même classe dans le même bassin de recrutement dans le privé, avec une forme de moratoire sur 3 ans. Aujourd'hui, c'est ça la réglementation qu'on propose. Je pense qu'il y a un sujet qu'on ne peut pas traiter dans cette proposition de loi, mais qui est un sujet de réflexion pour moi, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a en fait un système à deux têtes. Tu as la plus grosse direction du ministère de l'Éducation nationale qui va attribuer des moyens. Les moyens, c'est des postes d'enseignants. Et donc, il va décider de fermer ou ouvrir une classe et donner plus ou moins d'heures dans les collèges et les lycées pour qu'ils puissent réaliser leur emploi du temps. Pour le privé, ça n'est pas du tout le même système. Pour le privé, l'affectation, non plus en moyens, non plus en postes ou en heures, mais en argent, elle est décidée par la direction financière du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ça veut dire que tu n'as déjà pas le même mode d'allocation de moyens. Tu as deux modes d'allocation de moyens qui ne se croisent jamais. Et tu as un enseignement privé sous contrat qui assume totalement de percevoir des moyens et d'en faire ce qu'il en veut. Et c'est là aussi des travaux qui ont été publiés dans la presse où tu vois à quel point le privé va utiliser les moyens qui lui sont donnés, par exemple, au titre du premier degré, de l'élémentaire, pour les mettre sur le collège et sur le lycée. Ça pose un vrai sujet. Enfin, je te raconte une anecdote. On a reçu en commission éducation au Sénat le représentant de l'enseignement catholique, qui assume tout à fait de percevoir de la part de l'État, et alors du coup de l'État, pardon, mais c'est nos impôts, hein, c'est pas de l'argent magique, hein, c'est de l'argent de tous les Français. Des moyens, par exemple, pour accompagner des politiques publiques décidées par l'État, le gouvernement, pour limiter le nombre d'enfants par classe dans le premier degré, bah, ils prennent les sous, ils limitent pas le nombre d'enfants par classe dans les petites classes et ils utilisent les sous par ailleurs. C'est pour ça qu'on se base sur la notion de contrôle. Et alors, ça lui pose aucun problème. Et sa réponse, elle est même atrocement cynique, puisqu'il dit, mais il y a des endroits dans lesquels on n'est pas obligé d'être à 24 par classe, on peut être à 28. Moi, j'ai envie de te dire, après tout, s'il pense que c'est bien, pas de souci, mais dans ce cas-là, il ne prend pas l'argent public qui lui a été attribué par le ministère
pour mettre en œuvre une politique publique qui, de fait, est un acte politique et donc financé par l'argent public. Donc, on est. Donc, et puis, je te rajoute un dernier élément. Alors, Yasmina et les copains, Caïs a été élu aux affaires scolaires, a été pardon, élu aux affaires scolaires, enfin a géré les affaires scolaires également au titre de la FCPE, pardon. Euh, Quand tu as des instances qui réunissent le rectorat, les élus et les parents d'élèves, avec les organisations syndicales. Ça s'appelle le CDEN, qui est un grand moment de joie et bonheur pour les élus en charge des affaires scolaires, où tu étudies en fait l'allocation de moyens qui a été donnée au rectorat. Bah, tu ne l'étudies que pour l'enseignement public. Tu ne l'étudies pas pour l'enseignement privé. Donc ça prive et les organisations syndicales et les parents et les élus d'informations qui normalement devraient être tout aussi publiques que les propositions faites par le rectorat de fermeture ou d'ouverture de classe. Donc à la fin, je pense que l'une des revendications que nous devrions avoir, en tout cas moi c'est celle sur laquelle je suis de plus en plus convaincue, c'est qu'on cesse d'avoir un financement de l'enseignement privé qui passe par une autre direction que la direction qui attribue les moyens dans le public pour rétablir une forme d'égalité entre les deux modes de financement, de l'enseignement public, de l'enseignement privé. Et pourquoi? Et parce que l'enseignement privé est financé à 76% par des fonds publics. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une opacité pour les familles qui contribuent, pour les collectivités qui contribuent et pour les organisations syndicales qui y sont justement représentées. Donc, à mon avis, c'est l'un des films qu'il faudra qu'on tire. Alors ça, pour le coup, ça n'est pas un sujet c'est pas la loi hein, qui peut modifier ça, c'est pas un sujet législatif, mais je pense que c'est l'un des sujets fondamentaux d'organisation du ministère si on veut rétablir de la transparence et de l'égalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'intégralité de ta question, Arsène, mais j'ai essayé. Merci, donc ça a l'air. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je sais, on a encore un peu de temps, je peux poser une autre question? Vas-y, vas-y, Annie, je t'en prie. Ok. On a combien Euh, de temps, pardon, Yanis? Colombe, t'es libre jusqu'à minuit ou... Alors, non, même si je Ok. t'adore. D'abord, c'est vous les chefs de la réunion, hein, donc c'est vous qui dites à quelle heure on s'arrête. On s'arrête. Si on se dit 21 h max, ça vous va? C'est Ah ouais, ouais. parfait. Très bien. Merci. A priori, c'est rapide, hein. Enfin, bon, juste pour en remarque, effectivement, c'est assez étonnant que les modèles d'allocation ne soient pas les mêmes entre la DGESCO pour le public et la DAF pour le privé, je ne savais pas. Mais du coup, pour le conditionnement des financements, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez aussi bien pour la partie de l'État que pour la partie des collectivités? Et la dernière question que j'avais, c'était, mais bon, ça, c'est hors sujet, c'était, vous aviez évoqué le multisecteur dans le 18e et le 19e. Est-ce que ça produit des effets? Est-ce que c'est positif? Voilà. Merci. Je crois qu'il y a la deuxième chef qui a levé la main, première chef. Oui, il y a Marine. Ouais, non, c'était un peu pour alimenter. Yasmina a parlé de l'observatoire. Et ça me paraît être un lieu intéressant parce que s'il est vraiment en partenariat avec l'éducation nationale, il peut y avoir un partage de données qui est réel, qui est fait. Et moi, pour bosser en Seine-Saint-Denis sur ces sujets d'éducation, c'est très compliqué d'avoir les données de l'éducation nationale, mais je sais aussi que Patrick Bloch se plaint régulièrement de la non-transparence. Et pour mener des politiques publiques, y compris une mixité sociale, mais pas que, c'est absolument évidemment nécessaire. Donc, est-ce que dans la PPL, c'est quelque chose qui peut être inscrit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rendre obligatoire ou fortement inciter? Et peut-être que c'est fait, et dans ce cas-là, super. Deuxième petite question, peut-être sur
au niveau des collèges, la question de la sectorisation et de l'affectation. Donc, au niveau des primaires, de l'école primaire, c'est mairie qui affecte et qui sectorise. Et au niveau des collèges, c'est le département qui sectorise et l'éducation nationale qui affecte. Et quel est ton ressenti par rapport à la mixité sociale? Moi, le mien, je te le dis, c'est que, en tout cas en Seine-Saint-Denis, ça permet beaucoup de dérogations et qui nous enlève parfois le peu de mixité sociale qu'on peut avoir. Donc ça, c'était ma deuxième question. Et puis peut-être insister sur, effectivement, et tu l'as bien dit, la loi, elle peut venir pour inciter, pour contrôler, enfin le Parlement en tout cas peut venir pour contrôler ce qui est fait. Et ça me paraît important que la mixité sociale, on s'en empare pour les écoles. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude de Jean Jaurès qui est sortie, mais qui dit que pour les Français, en gros, qui votent à gauche, il y a deux sujets, c'est les déserts médicaux et la mixité sociale dans les écoles. Donc, il faut évidemment qu'on s'en empare au niveau de la loi et c'est un beau symbole, mais je crois beaucoup quand même que c'est effectivement une affaire de collectivité, quoi. Beaucoup. Et que la volonté politique, quand elle est sur place, elle est, enfin, en collectivité, elle peut faire beaucoup, comme Yasmina et Colombe, vous l'avez déjà dit. Si j'ai encore une minute peut-être pour parler de ce qu'on fait en Seine-Saint-Denis, simplement, cette année, donc on va essayer de mettre en place un observatoire, mais c'est pas simple en partenariat avec l'Éducation nationale. Et on a repéré les collèges les plus évités de Seine-Saint-Denis pour mettre dans ces collèges, avec l'Éducation nationale, on va dire des sections d'excellence, exactement ce que Najat avait cherché à détruire en quelque sorte, mais des sections d'excellence scientifiques, maths, en langue, des sections d'excellence sportive, parce que nous, notre enjeu, il est vraiment de reconvaincre des familles de classe moyenne et de classe privée que l'école publique est à la hauteur et peut emmener leurs enfants vers l'excellence, quoi, pour reprendre un terme de Karim Ouamran. Et d'ailleurs, on a lancé ce plan-là dans un de ces collèges parce que le collège Baker à Saint-Ouen, si on prend toute la ville de Saint-Ouen, il y a 500 collégiens qui partent à Paris dans le privé ou dans le public chaque année. Donc il y a un évitement de dingue. Euh, Ça peut aider la démographie et le fait de ne pas fermer des collèges à Paris. Nous, ça ne nous aide pas en termes de mixité sociale. Donc il y a aussi, enfin, pardon, je suis un peu brouillonne, mais ça montre bien un exemple aussi c'est plus qu'à l'échelle d'une ville, même d'un département, c'est entre départements, surtout le cas de Paris et de la Seine-Saint-Denis est exemplaire en ce sens que ces questions peuvent se traiter durablement, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que une fois, on espère qu'on aura ramené un peu de classe moyenne et de classe sup, là, on pourra refaire de la mixité à l'intérieur du collège, c'est-à-dire à l'intérieur des classes. Parce qu'il y a cette question-là, il y a la question de la mixité à l'intérieur du collège, où ils mangent ensemble, ils jouent ensemble dans la cour, mais ils étudient pas forcément ensemble, et du coup, ça crée pas forcément de mixité scolaire Hé, salut aboutie, quoi. François. T'es pas couché à cette heure-là, toi? Bah non, attends. Attends, voilà, Euh, on dirait mes filles. Coucou. il vous écoute. Donc voilà pour voilà ce que je voulais vous raconter un peu sur ce qu'on essaye de faire en Seine-Saint-Denis pour le moment et pour aboutir à 40 collèges parmi les plus évités qui bénéficieront de moyens supplémentaires de l'éducation nationale et nous de notre côté aussi où on mettra le paquet sur ces collèges-là. Voilà. Bah, ça nous a fait plaisir de voir François. Alors, je réponds de façon un peu désordonnée à vos différentes questions. Euh,
j'ai vraiment acquis la conviction que ce qu'il faut qu'on arrive à faire passer, et là, comme militant politique, en fait, dans les territoires où il y a des collectivités qui ont mené des politiques publiques en faveur de la mixité, ça marche. Alors, par contre, soyons clairs, c'est compliqué, on s'en prend plein la tête. Tous les élus qu'on a rencontrés, et par ailleurs, je l'avais vécu comme élue parisienne, ont vécu des grands moments de solitude politique et d'élus. Mais par contre, quand on tient, ça marche. Partout où ça s'est fait en très bon partenariat avec les échelons locaux de l'éducation nationale. Alors, les partenariats, c'est comme l'amour, hein, ça s'entretient, des fois ça se fâche, des fois il faut y revenir, mais enfin, il y a eu une volonté partagée. Et nous, c'est vraiment en partant de ce qui avait été fait et finalement des bonnes pratiques qu'on a construit notre proposition de loi. C'est pour ça que, et c'est un des éléments de réponse à ta question, Marine, donner une base légale aux IPS, c'est une chose, mais, et c'est le deuxième volet de ce qu'on a écrit dans la proposition de loi, obliger à leur transmission annuelle à l'ensemble des responsables des villes, des départements, des régions et aux chefs d'établissement, c'est aussi ce qui garantit d'avoir une information qui soit claire, partagée, transparente. Parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de rendre public les IPS, le ministère. Il y a eu un jugement du tribunal administratif. Mais enfin, ils peuvent décider d'avoir des tels délais de publication que tu es obligé de travailler à ta sectorisation sur la base de données qui ont 2 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur le fait que ces données soient transmises annuellement, parce que l'information, c'est évidemment le nerf de la guerre, hein, en la matière. Et du coup, c'est une façon aussi de répondre. C'était pas tellement une question, tu posais un pavé dans la mare. Euh, sur les sections d'excellence. Euh, Vraiment, la façon dont on a construit cette proposition de loi, c'est de dire, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui marchent. Maintenant, donnons les moyens à tout le monde de pouvoir mettre ça en œuvre à l'échelle du territoire pour rétablir une forme d'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire. Je me suis beaucoup astreinte en travaillant cette PPL et en la présentant à pas trop parler de Paris, parce que d'abord, quand tu es parisien au Sénat, tu as intérêt à pas trop parler de Paris. Ils nous tolèrent, mais ils nous aiment pas plus que ça. Et surtout parce que il y a plein de choses qui se font ailleurs qui sont intéressantes. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, il y en a un qui est très connu des socialistes, c'est ce qui a été fait par le conseil départemental de Vinsigny, Toulouse et sa région, on va dire, la Haute-Garonne. Ils ont commencé par ce qui a été le plus médiatisé. Ils avaient des collèges en plein cœur de quartier politique de la ville, au pied des tours, avec des IPS les plus bas possibles, avec des résultats scolaires les plus bas possibles. Et ils ont, et ça a été un rude combat politique, détruit ces 2 collèges. C'est pas rien, hein, pour un élu de gauche de détruire un équipement de service public, hein. Ça, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Ils ont détruit ces 2 collèges. Ils ont travaillé à l'affectation des enfants sur des collèges de centre-ville à Toulouse, en y mettant des moyens colossaux, par exemple de gratuité des transports publics pour que les gamins puissent y aller, en négociant avec le rectorat localement le fait que les classes de 6e ne soient plafonnées à 24 élèves par classe si ma mémoire est bonne, en faisant en sorte que les enseignants soient formés à l'hétérogénéité dans la classe. Donc, vous voyez, gros investissement de la collectivité territoriale, gros investissement aussi du rectorat local. Mais une fois qu'ils ont fait ça, alors ça a donné des très bons résultats. Les gamins, les cohortes de gamins issus des 2 collèges qui ont été détruits, ils ont fait plus 20 points au résultat au brevet des collèges. Donc, il y a un vrai impact en termes de résultats scolaires. Mais il y a surtout, enfin, surtout pas, surtout, il y a aussi un impact sur les choix de stage de 3e avec un élargissement de leur champ des possibles, avec des collégiens qui ont choisi dans leur affectation, dans leur choix de lycée, de rester avec l'accord de copains qui s'était fait et qui donc vont étudier dans des lycées dans lesquels ils ne se seraient jamais autorisés
à imaginer pouvoir faire leurs études ensuite. Mais le conseil départemental, pardon, s'est pas arrêté là. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont retravaillé, et ils la retravaillent année après année, l'ensemble de leur sectorisation, y compris en faisant des choses, alors que nous, on a fait à Paris, si ma mémoire est bonne, je crois, dans le 12e et dans le 20e, pardon pour le jargon, de la sectorisation en tâche de léopard. Considérer qu'un secteur scolaire, ça n'a pas nécessairement à être totalement rectiligne. C'est pas nécessairement un carré. Tu peux faire des choses un peu plus baroques qui permettent de jouer justement pour en faire un levier de mixité sociale et scolaire. Mais je vais vous prendre un exemple d'une ville de droite. C'est une des rares villes de droite qu'on a trouvé comme ayant mené une politique publique en faveur de la mixité sociale et scolaire. C'est la ville de Vendôme, qui est administrée par un maire UDI, tout ce qui est de plus bon teint. Ils avaient la même problématique d'une école très enclavée dans un quartier politique de la ville. Là aussi, ils ont fermé l'école. Ils ont réaffecté les enfants sur les autres écoles de la ville, en travaillant là aussi sur les questions de déplacement, parce qu'en plus on était en élémentaire, donc avec des piou-piou qui vont à l'école plus souvent à pied que seuls en tramway ou en bus, comme ça a été le cas à Toulouse. Et puis, de mémoire, ils avaient 6 secteurs. Ils avaient 6 écoles, 6 secteurs. Bah là, du coup, ils ont fait 4 secteurs. Et donc, en élargissant les secteurs, bah, de fait, ils ont mélangé les élèves. Et donc, on voit bien que les modalités, elles peuvent être très différentes d'une collectivité à une autre. C'est pour ça que je peux avoir un avis personnel sur les sections d'excellence, mais si c'est la bonne solution à un moment donné et dans une volonté politique, la PPL, on l'a vraiment construite comme ça, c'est de faire confiance aux collectivités parce que on ne fait pas la même chose dans le 19e arrondissement qu'on fait dans le 12e arrondissement et on ne fait pas la même chose dans le 12e arrondissement qu'on fait à Toulouse ou c'est Saint-Malo qui a aussi non, La Rochelle, pardon, une politique assez intéressante en faveur de la mixité sociale et scolaire. Et donc vraiment l'objet de cette PPL, c'est donner des outils aux collectivités pour garantir l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire. Euh, alors, quels ont été les effets des multisecteurs à Paris? D'abord, on a eu plusieurs façons à Paris de faire des collèges multisecteurs, Yanis. On a fait enfin, il y a eu des modalités différentes. On a fait on a 2 collèges, et ben c'est plus qu'un seul secteur. Et ça, c'est dans le 18e. Il y a un des collèges où tu accueilles les 6e et les 4e, et l'autre collège où tu accueilles les 5e et les 3e. Et donc, tout le monde est mélangé et tu utilises les 2 bâtiments scolaires puisque tu as doublé ta population. Dans le 19e, on a eu des modalités différentes. On a un collège multisecteur avec un choix d'irréguler, donc qui dépend des demandes des parents, mais également d'un magnifique algorithme qui permet justement de travailler sur la mixité sociale et scolaire. Ça a produit des effets différents selon les établissements. Dans le 18e, ça a produit des très très chouettes effets en termes de réussite scolaire des élèves, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec l'exemple toulousain. Dans le 19e, on avait 2 collèges. Alors, quand je vous disais, on a 150 paires de collèges dans ce pays qui sont à moins de 15 minutes à pied et qui ont des IPS différents. Là, on était sur 2 collèges qui sont dans la même rue, dans le 19e. Donc, on était vraiment sur des enfants qui n'avaient aucune raison de ne pas grandir ensemble. Là, on avait des différences d'IPS qui étaient moins fortes, puisqu'on avait 2 collèges où pas grand monde voulait aller, pour tout dire. Et en fait, ça a produit un effet extrêmement intéressant, moins en termes de sur-réussite scolaire. Le bon a été moins fantastique, mais par contre, ça a évité la fuite vers le privé. C'est-à-dire qu'on a vu arriver un afflux de gamins qui étaient tous ces gamins qui disparaissaient entre le CM2 et la 6e, et où là, d'un coup, on s'est retrouvé avec des familles qui avaient suffisamment confiance dans le collège de multisecteur,
pour y inscrire leurs enfants. Et donc, on a évité la fuite vers le privé. Donc, comme tu vois, il y a des effets fort différents selon les configurations. Et puis, pardon, parce que je termine en répondant à la première question. Est-ce que notre PPL, elle porte des obligations vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des collectivités territoriales? Elle porte bien des obligations vis-à-vis de l'État, notamment le fait de garantir la mixité sociale et scolaire, mais également, et de fait, sur les collectivités territoriales, puisque on décline cette garantie à tous les échelons. Le conseil municipal devra assurer la mixité sociale lors des décisions de création d'écoles ou de classes. La carte scolaire, donc ça c'est les départements, sera établie par le conseil départemental en tenant compte des impératifs de mixité sociale et scolaire. De la même façon, le schéma des formations des collèges et lycées devra garantir la mixité sociale. Donc, on considère en fait que le principe de garantie de mixité sociale et scolaire dans la loi, il s'applique à tout le monde, aux collectivités dans leurs responsabilités, à l'État qui doit la garantir et donc assurer le contrôle de cette mixité, ça c'est le début de la proposition de loi, et à l'enseignement privé qui de fait doit appliquer la loi qui doit s'appliquer à tous. J'ai cru que tu avais oublié pour l'État et les collectivités, mais du coup, non. Et merci Non, pour ces réponses. j'ai terminé, je l'ai fait dans le sens inverse. C'était parfait. Excellent. Excellent. Bien, peut-être si on a fait le tour, juste une question. Les échéances. On est sur quelles échéances là? Parce Alors, que ça y est, on a eu la date, hein, puisque le Sénat a eu un peu de mal à redémarrer, comme ça ne vous a pas complètement échappé, il a été très perturbé par toute cette aventure de constitution du gouvernement. Donc, la PPL passera le 10 octobre au matin. Je regarde Alexis, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Donc, le 10 octobre dans la matinée. Euh, Ce sera une séance spéciale Paris, puisque on présente classiquement deux propositions de loi dans nos espaces réservés. Et la première sera présentée par Rémi Féraud, honorable sénateur de Paris également, sur la fiscalité des entreprises. Donc, comme vous voyez, on sera sur deux beaux sujets identitaires et marqueurs de la gauche, hein. Comment on a une imposition juste des entreprises et comment on assure la mixité sociale et scolaire. Donc, le 10 octobre au matin, je l'avais dit à Marine et à Yasmina, alors là, on n'est pas très nombreux ce soir, mais s'il y a des copains qui sont intéressés pour venir assister au Sénat à la séance publique, on peut évidemment tout à fait organiser ça et organiser notre venue. On sera content d'avoir tout votre soutien des tribunes du Sénat. Et puis, après, on pense qu'on va être sèchement battu par la droite sénatoriale, mais c'est pas grave. On va mener le combat. Et puis, on va travailler aussi avec les copains de l'Assemblée nationale, alors qu'ils eux aussi sont dans une configuration compliquée, mais pour voir comment on continue à travailler sur le sujet. et c'est Peut-être un beau combat. Yasmina et Colombe. C'était ma question. Quelle est la relation avec l'Assemblée nationale dans votre travail? Est-ce que Bah, ça peut alors, aborder? bonne d'abord, parce que ce ne sont que des camarades socialistes. Et puis bonne par principe, parce que si tu veux, on est 64 et 66, donc on est très très important. On est le premier groupe si tu cumules, mais enfin, on est majoritaire dans aucune des deux assemblées, donc on travaille évidemment ensemble. Et là, on reprend contact en fait avec les copains de la commission de culture éducation, c'est le même intitulé qu'au Sénat, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de changements. Donc, on a beaucoup de nouveaux députés qui sont dans cette commission. Alors, on a deux avantages. La première, c'est que nos deux députés socialistes parisiens siègent dans cette commission. Donc, voilà, travailler avec Emmanuel Grégoire et Céline Hervieux, c'est forcément facile. On n'a pas besoin de se rencontrer et de se découvrir. Et par ailleurs, ça, vous aviez peut-être suivi l'excellente nouvelle, c'est que c'est une camarade socialiste, Fatia, qui est élue du 93, qui a pris enfin, qui a pris, elle a gagné la présidence de la commission. Donc, c'est évidemment
Voilà, d'abord, c'est une très chouette nouvelle parce que Fatia est vraiment une super députée, puis très investie sur les questions éducatives. Et ça, du coup, les relations sont fluides. Merci, Ouais, eh merci. ben, merci beaucoup, Colombe, ta disponibilité, voilà, pour cette soirée. Vous l'aurez compris, hein, on a parlé dès le départ des enjeux d'éducation comme étant un combat qu'on mène, nous, les socialistes, et sur lesquels, voilà, le groupe socialiste au Sénat démontre par cette proposition de loi tout l'engagement qu'il porte aux questions éducatives. Voilà, je ne reprends pas toutes les idées et tout ce qui a été évoqué brillamment par Colombe. Juste, voilà, merci. Merci vraiment, voilà, d'avoir été disponible, de nous avoir éclairé à la fois sur la manière, voilà, la méthode utilisée, qui est aussi importante hein, dans la rédaction d'une proposition de loi. C'est écouter déjà tout ce qui se fait, tout ce qui se pense au niveau éducation. Et puis, bah, écoutez, on va prendre date avec Alexander de la date du 10 octobre. Alexis nous refixera un petit peu le déroulé, voilà, une fois qu'il sera bien précis. Et puis, bah, à très vite tout le monde, hein. Bah, Merci merci Salut à les infiniment. vous. camarades, Merci Bonne C'était très infiniment. soirée. À intéressant. Merci, bientôt. Bonne bonne soirée. La soirée. Et chef, il est c'est à Bonne vous. 21h, on soirée. est au eh, Merci, top. Colombe. nickel.